Vous ne verrez jamais le dernier Bitcoin être miné. Et moi non plus. Aucune personne regardant cette vidéo ne sera là en 2140. Et pourtant, ce qui se passera ce jour-là pourrait définir la richesse de vos enfants ou de leurs enfants. On parle d'un actif que vous accumulez aujourd'hui pour des gens qui n'existent pas encore. Mais voilà le problème. Nous n'avons aucune idée du prix du Bitcoin à ce moment-là, ni de sa valeur intrinsèque. Deviner la valorisation du SP avec ses 100 ans d'historique et son rendement moyen connu, c'est possible. Mais pour Bitcoin, on nage dans l'inconnu en raison de sa nature propre et de sa volatilité. Eugène Fama, prix Nobel d'économie, prédit un effondrement à zéro, bien avant 2140. Michael Saylor parle de dizaines de millions de dollars par unité d'ici 20 ans à peine. Larry Fink, PDG de BlackRock, évoque un Bitcoin à 700 000 $ si les fonds souverains y allouent seulement 5% de leur portefeuille. Des analystes comme ceux de BitRoot évoquent 100 millions, voire 500 millions en 2140. Qui croire ? Honnêtement, personne ne peut le savoir avec certitude, mais les deux camps avancent des arguments qui méritent d'être examinés sérieusement. La vraie réponse, c'est que les deux camps ont des arguments solides. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Dans cette vidéo, nous allons faire un voyage dans le temps. Nous allons faire des bonds de 30 ans jusqu'en 2140, date approximative du dernier Satoshi miné. Nous examinons les projections les plus crédibles, leurs hypothèses et leurs limites, les théories d'économistes reconnus, les analyses de BlackRock et de Fidelity, et la vision de ceux qui construisent ce réseau depuis le premier jour. Chaque camp a ses raisons, et certaines de ses prédictions pourraient être complètement fausses. Vous allez comprendre les forces économiques, technologiques et géopolitiques qui pourraient façonner le Bitcoin dont vos petits-enfants seraient témoins, bien après que nous ayons tous disparu. Et surtout, ce que ça change pour vous, maintenant, et pourquoi nous n'avons pas besoin de viser aussi loin pour voir déjà d'énormes changements. Commençons par le premier bond. Nous sommes en 2050. Vos enfants ont peut-être 30 ans. Le Bitcoin en a 40. Et déjà, plus de 99% des Bitcoins ont été minés. Il restera environ 200 000 Bitcoins à créer sur les 21 millions. Les récompenses de minage sont tombées à 0,1 Bitcoin par bloc, autant dire presque rien comparé aux 3,125 Bitcoins d'aujourd'hui. À ce stade, le Bitcoin aura traversé plusieurs halvings supplémentaires, chacun divisant par 2 la récompense des mineurs, chacun renforçant la rareté programmée de l'actif, et les théories divergent violemment. Commençons par les projections optimistes en gardant en tête qu'elles reposent sur des hypothèses qui peuvent ne pas se réaliser. Du côté des optimistes, les projections donnent le vertige. ARK Invest, dans son rapport Big Idea 2026, anticipe une capitalisation boursière de 16 000 milliards de dollars pour le Bitcoin, ce qui impliquerait un prix d'environ 760 000 $. Et ça, c'est pour 2030, pas pour 2050. Changelly parle d'1 million symbolique. Ces chiffres reposent sur une logique simple. L'offre est fixe, la demande, elle, n'a aucune limite théorique. Si l'inflation continue de ronger les monnaies traditionnelles, le Bitcoin devient un refuge de par les investissements continus dans cette recherche d'alternatives au dollar. Larry Fink, PDG de BlackRock, explique que si les fonds souverains allouaient 2 à 5% de leur portefeuille au Bitcoin, son prix pourrait atteindre 500 000 à 700 000 $. Faisons le calcul ensemble pour aller plus loin. Les actifs mondiaux représentent environ 900 000 milliards de dollars. Imaginez que le Bitcoin en capte 10%, c'est 90 000 milliards. Divisé par 21 millions de Bitcoins, vous obtenez plus de 4 millions de dollars par unité. Michael Saylor pousse cette logique encore plus loin. Sa théorie repose sur le crédit adossé au Bitcoin. Plutôt que de vendre vos Bitcoins pour acheter une maison ou investir ailleurs, vous empruntez contre eux. Les banques acceptent le Bitcoin comme collatéral. Vous obtenez des liquidités sans déclencher d'impôt sur la plus-value et surtout votre Bitcoin continue de prendre de la valeur pendant ce temps. C'est un cercle vertueux pour les détenteurs. Mais examinons maintenant les arguments de ceux qui ne partagent pas cet enthousiasme. Et ils méritent qu'on s'y attarde sérieusement. Tous les économistes ne partagent pas cet enthousiasme. Eugène Fama, prix Nobel, reste catégorique. Si le Bitcoin ne développe pas une utilité monétaire réelle, il s'effondrera. Selon lui, un actif purement spéculatif finit toujours par retourner vers sa valeur intrinsèque. Et pour Fama, cette valeur est proche de zéro. Robert Shiller, autre prix Nobel, avertit que cette bulle pourrait persister des décennies.
mais qu'elle reste une bulle. Et les bulles finissent toujours par éclater. Shiller a correctement identifié la bulle immobilière de 2008, ce qui donne du poids à son analyse. Cependant, il reconnaît lui-même que le timing d'un éclatement est impossible à prédire. Il y a aussi la question de la concurrence. Les banques centrales développent leur propre monnaie numérique, les CBDC. Ces devises offriront la rapidité du numérique avec la garantie de l'État derrière. La doctrine est la suivante. Pourquoi utiliser un actif volatile quand vous avez une alternative stable et officielle ? Et il y a enfin la question énergétique. En 2050, la fusion nucléaire pourrait être une réalité commerciale. Une énergie quasi illimitée et bon marché. Cela semble positif pour le minage. Mais réfléchissez. Si l'énergie devient abondante, la compétition entre mineurs explose. La difficulté de minage s'ajuste et les marges s'effondrent. Le minage pourrait devenir une activité à rendement quasi nul. Alors, qui aura raison en 2050 ? Probablement un scénario intermédiaire. Et en restant conservateur, un bitcoin entre 500 000 et 2 millions de dollars est clairement réaliste. Utilisé au quotidien via des solutions comme le Lightning Network, adopté par les plus grandes nations comme réserve stratégique, mais toujours combattu par d'autres qui y voient une menace pour leur souveraineté monétaire et le contrôle. Une question s'impose alors, que se passe-t-il quand les récompenses de minage deviennent insignifiantes, mais qu'en opposition, la nouvelle offre sera quasi inexistante ? C'est exactement ce que nous allons voir avec notre prochain bond, direction 2080. Second bond dans le temps. Vos petits-enfants sont peut-être déjà grands-parents eux-mêmes. Le Bitcoin a maintenant plus de 70 ans. Il a survécu à des décennies de critiques, de régulation et de crises. Mais quelque chose de fondamental a changé. Les récompenses de minage sont devenues ridicules. Quelques milliers de satoshi par bloc contre 312 millions aujourd'hui, soit 3,125 bitcoins. Les mineurs ne vivent plus des nouveaux bitcoins créés, ils vivent des frais de transaction. C'est un changement de paradigme total et les théories deviennent fascinantes. Du côté des optimistes, le bitcoin a atteint un nouveau statut. Il n'est plus seulement une réserve de valeur, il est devenu ce que certains appellent l'or digital, mais en tout point supérieur. Pourquoi supérieur ? Parce qu'il possède des propriétés que l'or n'aura jamais. Vous ne pouvez pas saisir un bitcoin stocké correctement. Vous ne pouvez pas le confisquer à une frontière, vous pouvez le diviser en 100 millions d'unités, vous pouvez l'envoyer à l'autre bout du monde en quelques minutes. Essayez de faire ça avec un lingot. Cependant, l'or a prouvé sa résilience sur 5000 ans d'histoire humaine. Le bitcoin n'a que 16 ans. Cette différence d'ancienneté compte pour de nombreux investisseurs institutionnels qui placent toujours bitcoin de façon marginale face à l'or dans leur portefeuille, dans un rapport de 1 pour 15 ou 1 pour 20. Giovanni Santostasi, chercheur en physique, a développé un modèle mathématique intéressant. Le Power Law. Ce modèle suggère que le bitcoin suit une croissance exponentielle prévisible sur le long terme. Santostasi prédit un bitcoin à 10 millions de dollars d'ici 2045. Extrapoler cette courbe sur 35 années supplémentaires, les chiffres deviennent vertigineux. Il faut préciser que ce modèle est controversé. Les modèles mathématiques appliqués aux actifs financiers ont souvent échoué sur le long terme. Le modèle Stock to Flow, très populaire en 2020-2021, a par exemple significativement surestimé le prix du bitcoin. Comme on l'a démontré dans la vidéo sur le bitcoin à 1 million de dollars qui vous a particulièrement plu. Bitrue, dans ses projections les plus optimistes, évoque le milliard largement dépassé pour cette période. Mais ces chiffres reposent sur une hypothèse majeure, l'effondrement progressif de la valeur des monnaies fiduciaires, ce qui ne donne plus vraiment de sens aux chiffres. Regardons les faits. La dette américaine approche aujourd'hui les 39 000 milliards de dollars. Elle croît plus vite que le PIB. En 2080, si cette trajectoire continue, nous parlerons en centaines de milliers de milliards, une dette mathématiquement impossible à rembourser. Dans ce scénario, le dollar perd progressivement son statut de monnaie de réserve mondiale. Les nations cherchent une alternative neutre. Deux options. Une monnaie historiquement plus stable, comme le franc suisse, ou même une nouvelle version du dollar adossée à l'or. Ou alors la solution qui nous intéresse et qui sera très probable, le Bitcoin, avec sa politique monétaire immuable, devient cette nouvelle alternative pour conserver la valeur au même titre que l'or. C'est ce que certains appellent le Bitcoin Standard, en référence au livre « L'alternative décentralisée aux banques centrales ». Un monde où le Bitcoin remplace l'or dans les réserves gouvernementales. Un monde où un Bitcoin a finalement plus de valeur aux yeux d'un banquier qu'une maison. Mais les pessimistes soulèvent un problème majeur, le dilemme des frais. Si les mineurs dépendent uniquement des frais de transaction, car les récompenses de blocs sont quasi inexistantes, ces frais doivent être suffisamment élevés. Assez élevés pour maintenir un réseau sécurisé. Mais si les frais deviennent trop élevés, les utilisateurs fuient vers des alternatives.
C'est un équilibre fragile qui ne sera pas facile à trouver. Ce problème est reconnu par la communauté Bitcoin elle-même depuis longtemps. Des solutions comme le Lightning Network visent à réduire la pression sur la chaîne principale, mais leur adoption massive n'est pas garantie. Il y a aussi le problème de la sécurité. Moins de récompenses signifie potentiellement moins de mineurs. Moins de mineurs signifie un hash rate plus faible. Un hash rate plus faible signifie un réseau plus vulnérable aux attaques si une force majeure vient à prendre un contrôle conséquent de la puissance de minage. Des chercheurs de Princeton ont alerté sur ce risque. Si les frais ne compensent pas la baisse des récompenses, le réseau pourrait devenir instable. Alors, quel scénario pour 2080 ? Outre sa valeur, pour les optimistes, ce sera un actif dominant dans un monde post-dollar. Les pessimistes, eux, voient un réseau fragilisé. Des frais qui étouffent l'adoption, une lente descente vers l'obsolescence, et la réalité sera probablement entre les deux. Un Bitcoin extrêmement précieux pour ceux qui le détiennent, mais des défis techniques majeurs à résoudre pour maintenir la sécurité du réseau et pour faire face à une adoption générale qui a vu croître le nombre de transactions à traiter. Arrive maintenant la période la plus incertaine. Les derniers Bitcoins. La fin du processus de minage après 100 ans de dur labeur et le début d'un nouveau rôle. Direction 2110. Dernier bond. En 2110, le Bitcoin fête ses 101 ans. Personne dans cette pièce, personne que vous connaissez ne sera là pour voir ça. Et pourtant, nous approchons d'un moment historique. Les derniers Bitcoins sont en train d'être minés. Il n'en reste que quelques milliers à créer. La récompense par bloc est devenue symbolique, quelques satoshi tout au plus. D'ici 2140, plus un seul nouveau Bitcoin ne sera jamais créé. Et les derniers blocs ne donnent qu'un satoshi symbolique. 21 millions, pas un de plus. Jamais. C'est la fin d'une ère et le début d'une autre. À ce stade, le réseau fonctionne exclusivement grâce aux frais de transaction. Les mineurs sont devenus les gardiens d'un trésor numérique. Ils ne créent plus de valeur, ils la protègent. Ce ne sont plus des mineurs, mais des validateurs, des gardiens de la liberté de votre fortune. Et les visions de ce lointain futur divergent de façon spectaculaire. À ce stade de projection, nous entrons dans le domaine de la pure spéculation. Les prédictions à plus de 100 ans sont intrinsèquement peu fiables, quel que soit le domaine. Michael Saylor, dans ses projections les plus ambitieuses, évoquait 21 millions de dollars en 21 ans. Extrapolez cette logique sur 85 années supplémentaires, vous arrivez à des chiffres qui n'ont plus vraiment de sens en dollars actuels. 200 à 500 millions de dollars par Bitcoin. Mais ces chiffres posent une question fondamentale. Si le dollar s'est effondré, comment mesurer la valeur du Bitcoin ? C'est ce que certains appellent la singularité économique. Un point où le Bitcoin ne se mesure plus en monnaie fiduciaire. Où un Bitcoin égale simplement un Bitcoin. Une philosophie que les Bitcoin Maxi adoptent déjà, mais se voilent la face. Nous sommes encore loin de nous poser la vraie question qui n'est plus combien vaut un Bitcoin, mais combien de satoshi coûte une baguette de pain ? Combien de satoshi nous dépenserons pour notre loyer ou pour nos abonnements mensuels ? Dans ce scénario lointain, mais probable, les nations ont intégré le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Certains minent même à perte. Pourquoi ? Pour la sécurité nationale. Contrôler une partie du hash rate, c'est protéger sa souveraineté dans un monde où la monnaie est devenue numérique et décentralisée. Les rapports de River Financial et Investopedia anticipent cette évolution. Le minage devient une infrastructure critique, au même titre que l'armée ou le réseau électrique. Mais les sceptiques n'ont pas désarmé. Eugène Fama maintient sa position. Un actif qui ne sert pas de monnaie d'échange au quotidien finit par perdre sa valeur. Si le Bitcoin reste uniquement une réserve de valeur, il entre dans une spirale déflationniste. Personne ne veut dépenser un actif qui prend constamment de la valeur. L'économie se fige, le système devient dysfonctionnel. C'est le paradoxe de la monnaie déflationniste, un argument économique solide que les défenseurs de Bitcoin peinent parfois à contrer de manière convaincante. Il y a aussi la menace technologique. En 2110, l'informatique quantique sera probablement mature. Des ordinateurs capables de casser les algorithmes cryptographiques actuels. Le Bitcoin a prévu cette éventualité. Des propositions comme le BIP 360 et le protocole QRAMP travaillent déjà sur la résistance quantique, mais rien ne garantit que ces solutions seront suffisantes. Autre risque persiste, le fork communautaire. Et si, face au défi, une partie de la communauté décidait de changer les règles, d'augmenter la limite des 21 millions, de modifier la politique monétaire ? Ce serait une trahison du principe fondateur, mais l'histoire a montré que les communautés peuvent se diviser. Bitcoin Cash en 2017 en est la preuve. Alors, que vaudra le Bitcoin en 2110 ? Personne ne peut raisonnablement prédire un prix à 85 ans. Nous pouvons seulement identifier les facteurs qui détermineront si le réseau existe encore et s'il a conservé sa pertinence. Mais il nous reste une dernière interrogation.
que se passe-t-il après, quand le dernier Satoshi aura été miné, direction 2140? Le dernier Satoshi, le dernier 100 millionième de Bitcoin vient d'être miné. 131 ans après la création du premier bloc par Satoshi Nakamoto, 21 millions de Bitcoins existent, pas un de plus n'existera jamais. C'est un moment qu'assurément, personne visionnant cette vidéo ne verra de son vivant, ni vous, ni moi, ni probablement vos enfants, mais ce moment a été programmé dès le premier jour. Chaque ligne de code écrite en 2009 pointait vers cette date. Une politique monétaire gravée dans le marbre du code numérique, immuable, prévisible, incorruptible. Alors, que vaudra le Bitcoin à ce moment-là? Nous ne pouvons pas le savoir. Et quiconque prétend le savoir avec certitude vous ment ou se ment à lui-même. Voici ce que nous savons. Les théories optimistes parlent de centaines de millions de dollars, voire de plusieurs milliards. Un monde où le Bitcoin a remplacé l'or comme réserve de valeur mondiale, où les banques centrales détiennent des Bitcoins plutôt que des lingots, où les frais de transaction suffisent maintenant à maintenir un réseau ultra sécurisé. Les théories pessimistes parlent d'un effondrement, un actif sans utilité monétaire qui retournerait vers zéro faute de scalabilité et d'intérêt pour l'humanité. Une technologie dépassée par des innovations que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Un réseau abandonné, faute de rentabilité pour les mineurs. Et la vérité est quelque part entre ces deux extrêmes, et elle dépendra de décisions qui seront prises bien avant 2140. Des décisions techniques sur la scalabilité, des décisions politiques sur la régulation, des décisions économiques sur l'adoption. Des décisions que vous et moi ne verrons peut-être pas aboutir, mais voilà ce qui est fascinant. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2140 pour voir des changements majeurs. D'ici 2030, Larry Fink anticipe que le Bitcoin pourrait atteindre 700 000 $ si les fonds souverains s'y intéressent sérieusement. Dès 2050, nous saurons si les projections de plusieurs millions étaient réalistes. D'ici 2080, le modèle économique du Bitcoin aura prouvé sa viabilité ou non. Ce que vous faites aujourd'hui aura des conséquences sur ces échéances, pas seulement sur 2140. Le Bitcoin est un pari sur l'avenir, un pari que la rareté programmée vaincra l'inflation des monnaies fiduciaires, un pari que la décentralisation vaincra le contrôle étatique, un pari que le code immuable et éternel vaincra la politique court-termiste. Ce pari peut échouer, mais s'il réussit, ceux qui auront accumulé des satoshis aujourd'hui auront changé le destin financier de leur lignée, pour plusieurs générations. C'est vertigineux, c'est incertain, et cette incertitude elle-même est peut-être ce qui rend le sujet si fascinant. Elle nous force à réfléchir à la nature même de la valeur, de la confiance et de l'avenir de la monnaie. Que pensez-vous de ces différents scénarios? Les arguments des optimistes vous semblent-ils plus convaincants ou ceux des sceptiques? Quel facteur vous semble le plus déterminant pour l'avenir du Bitcoin? La parole est vôtre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et de rejoindre notre newsletter gratuite, le lien est en description. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.